Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme. Savez-vous, j'ai laissé dans la voiture. Des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Si vous voulez pas la faire ici. Bonjour, bienvenue dans Contrôle Surprise. Aujourd'hui, on est ronchon, on est en colère. Vous croyez qu'on vous voit pas, le rectorat? Voilà, t'es tranquillement en train de faire ton travail, tu bosses le prétérité avec les élèves, tu dénonces les dysfonctionnements dans ton collège. Et boum, t'es muté dans l'intérêt du service. C'est ce qu'il se passe en ce moment dans deux établissements du 93. Au collège François Mitterrand de Noisy-le-Grand et Jean Lolive de Pantin. Dans ces deux collèges, les collègues sont mutés dans l'intérêt du service. En gros, tu prends tes affaires et puis tu dégages, quoi. Voilà, hop, ciao. Ah non, mais c'est vraiment ça, hein. Nous sommes pas ou quoi la tête? La mutation dans l'intérêt du service, c'est la possibilité pour l'administration de déplacer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, pour le bien du service public. Voilà, donc tu reçois une petite lettre, pas d'entretien, pas de contradictoire, pas de pot de départ. Même pas une petite tape sur l'épaule, rien, hein. Et puis tu peux être prof depuis 10 ans, t'investir dans les projets. Ah non, on s'en fout, hein. C'est avec brutalité, le jour des vacances scolaires, que Catherine apprend sa mutation forcée dans l'intérêt du service. Sans aucun entretien préalable, aucun échange, elle découvre avec stupéfaction cette décision. Et bien sûr, cette méthode est extrêmement violente pour les collègues. Depuis ce courrier du rectorat l'informant de la nouvelle pendant les vacances de Pâques, ses nuits sont courtes et son moral au plus bas. Et il n'y a aucun moyen de s'y opposer, en tout cas pas immédiatement, parce que tu peux aller au tribunal administratif, mais bon courage, t'en as pour des années d'attente. C'est ce qui est arrivé par exemple à Kaïté Rada ou encore Hélène Carey, deux enseignants qui ont subi cette mutation. Tous deux ont obtenu gain de cause et la justice a ordonné leur réintégration. Le tribunal conclut d'ailleurs que le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt du service. Bah oui, vous comprenez, c'était une erreur. Il avait le rapport, et puis il a signé, puis après il a fait « Mais j'ai pas lu, mais pardon. » En même temps, on a un Premier ministre qui lit pas les rapports de 3 pages. Alors, est-ce que j'ai lu le rapport attentivement, aussi attentivement qu'il aurait fallu? Sûrement pas. Je pense que je me suis contenté de la conclusion du rapport. D'accord. Bon, si on prend l'exemple de Mitterrand, dans cette affaire, il n'y a rien qui va. Des membres des organisations syndicales qui étaient élus donc à cette instance de santé au travail de la DSDN, on avait choisi d'aller enquêter dans ce collège, une journée complète. Pourquoi il y avait autant de collègues qui témoignaient de grandes souffrances, des arrêts prolongés, une vraie angoisse, une boule au ventre au travail. La DSDN a dit « ce n'est pas la peine, on va faire une enquête administrative ». Donc du coup, on nous a empêchés de faire cette enquête. On a eu que quelques tout petits extraits de ce rapport de l'enquête administrative, qui était assez vide, mais qui ont suffi à accabler donc 2 professeurs syndiqués, pour des actions qui sont tout à fait banales. Des élus au CA qui font leur liste, qui s'opposent à la direction lorsqu'il y a des décisions qu'ils trouvent problématiques, pas dans le sens des élèves notamment. Et ces quelques petites pages ont suffi du coup à imposer cette sanction déguisée. Pour le rectorat, la ligne de défense, elle est claire. C'est pas une sanction. Ah non. C'est une récompense. En fait, c'est pour ça qu'on vous a envoyé une petite lettre, on trouvait ça plus sympa. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il s'agit d'une enveloppe. Moi qui croyais que c'était un joli chapeau. C'est sympa, non? Nous comprenons le ressenti qui peut être difficile, mais la mutation dans l'intérêt du service n'est pas une sanction. Ces mutations forcées montrent surtout une chose, la fébrilité du ministère sur le management dans l'éducation nationale. Et face à la multiplication de ces procédures, même le ministère a du mal à justifier et à tenir la ligne. En même temps, toutes leurs décisions, elles sont cassées par le tribunal administratif, donc bon... L'intersyndicale 93 a été reçue au ministère, qui renvoie la décision au rectorat. En définitive, le rectorat de Créteil devra donc s'expliquer sur sa gestion de ces 2 situations auprès du ministère. Et c'est pas que dans le 93. Mediapart a publié il y a quelques mois un article qui montre que ce management et ces sanctions sont systémiques dans l'éducation nationale. Les dires, les surgissements, les tons hyper autoritaires, cassants, humiliants, les refus non justifiés se multiplient. Il met en avant la loyauté envers lui, rappelle que c'est lui qui commande, commence à changer la géographie des lieux. Une dizaine d'enseignants sortent en pleurs de réunion avec le proviseur. Ça, c'est un établissement près de Lyon. Dans cette situation, des signalements sont faits dès 2017. Et c'est ça que dénoncent les syndicats. La faible place de la parole des personnels face à l'administration, la volonté de verrouiller tous les témoignages, et puis le fait de défendre les personnels de direction, même face à l'évidence.
Il y a une forme de déni de ces tensions par l'institution, avec la volonté d'un pas de vague. On veut de plus en plus faire rentrer dans le rang des professeurs contestataires, alors que, du côté des chefs, il y a plus de prudence, relève Sophie Vénétité. Pour l'éducation nationale, il s'agit seulement de tensions entre des personnels ou avec la direction. On n'essaie pas de savoir s'il y a une victime, un auteur. Et pour régler ça, on sépare tout le monde, comme dans la cour de récréation. Sauf que, dans certaines situations, les personnels dénoncent des faits graves, du harcèlement. Donc, déjà que c'est difficile de témoigner, mais en plus de ça, tu sais que ton témoignage ne sera pas écouté ou peut mener à une mutation. Ah bah c'est sûr, ça calme ceux qui voudraient essayer. L'employeur il doit protéger les personnels. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a presque une incitation, voire une formation de beaucoup de ces chefs à mettre la pression, utiliser des méthodes du privé pour obtenir des résultats. De la discipline aussi de la part des personnels, ce qui ne correspond pas du tout à l'esprit de la fonction publique et à ce que permet une vraie école pour les élèves avec des personnels qui seront bien et puis en capacité de tout à fait bien travailler. Ce management, on le retrouve dans les situations de harcèlement, mais aussi dans les situations du quotidien. Dans notre département, c'est aux infirmières à qui on a dit qu'on allait modifier leurs affectations du jour au lendemain. Donc tu te lèves et t'apprends que tu vas participer à un grand mouvement de mutation et tu sais même pas si tu vas garder ton poste. Mais bon, on n'arrive pas à recruter, hein. On sait vraiment pas pourquoi. On a cherché à savoir ce que dit le ministère sur ces mutations, sanctions et ce management, et on n'a rien trouvé. Pourtant on a cherché, hein, mais la seule chose c'est une question écrite à l'Assemblée nationale auquel on a une réponse. Mais bon, en effet, ces mesures sont prises à la fois dans l'intérêt des établissements et des agents eux-mêmes. Ces décisions exceptionnelles peuvent être prises afin de ramener de la sérénité dans les établissements, assurer leur bon fonctionnement. Et on dirait de l'IA, quoi. Et là, il est temps de vous présenter un nouvel outil au service du management de l'éducation nationale, le devoir de réserve. Alors vous savez, les fonctionnaires doivent observer un devoir de réserve concernant leurs opinions politiques, religieuses, etc. C'est ça qui explique que souvent les témoignages des profs sont anonymes. Déjà que sur les chaînes d'infos, les profs c'est une masse informe, on annonce leur grève, on passe 2-3 images de manif, il y a 2-3 commentateurs qui connaissent rien et qui donnent leur avis quand même. Parfois, il y a quand même une représentante syndicale à qui on demande alors, pourquoi vous n'êtes pas contente aujourd'hui ? Parfois c'est juste demain ils sont en grève, gardez vos enfants. C'est rare les émissions qui laissent la parole au personnel. Mais c'est le cas aussi pour toutes les travailleuses et les travailleurs en général. Et c'est parce que les ministres, ils nous écoutent, ils parlent pour nous. Parce que moi, ce que me disent beaucoup d'enseignants sur le terrain, c'est quand vous avez une classe avec une partie des élèves qui ne sait pas compter et une partie des élèves qui sont très bons en mathématiques, vous n'arrivez plus à faire progresser tout le monde. Oui. On a entendu l'inverse ce matin sur France Info. C'est qui ces profs qui parlent au ministre ? Il les voit où ? Quand il va faire ses courses avec son petit caddie, il croise des profs, il leur demande ? Le devoir de réserve verrouille toute parole médiatique. On ne sait pas si on a le droit de dire publiquement qu'il fait 12 degrés dans sa salle, qu'on n'a pas d'argent pour un quart pour une sortie, ou que notre administration nous maltraite. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec les personnels de Blaise Cendrars à Sevran. Et elles ont eu le droit à une petite convocation par la direction pour avoir dénoncé les conditions d'enseignement et de travail dans le lycée. Mais encore plus récemment, c'est une enseignante de Bourgogne qui a reçu un blâme pour avoir accepté à la demande de ses élèves de faire une minute de silence pour Gaza. Eh oui, le ministère, il a dit c'est politique de faire une minute de silence pour des morts civiles. Et puis on peut ajouter les rapports sur la manière de servir. Ça c'est nouveau mais c'est très tendance. C'est des directions qui veulent calmer les personnels, souvent syndiqués d'ailleurs, et personnels qui voudraient dénoncer des dysfonctionnements. Une collègue qui pose une question qui dérange un peu, hop, un rapport. Et dedans tu mets tout ce que tu veux. Elle est arrivée en retard 5 minutes, elle a oublié de remplir son cahier de texte. Tout ça dans un rapport, c'est magique. Et c'est violent. C'est de la merde. Les organisations syndicales alertent depuis longtemps et plaident pour un autre management des équipes, plus humain, avec une vraie collaboration et une vraie prise en considération de la souffrance. Bon, nous on est même pour l'autogestion, mais bon... Cette violence de l'institution peut avoir des conséquences graves. En 2019, c'est une directrice d'école qui se suicide, Christine Renon. Dans une lettre, elle explique sa souffrance et le manque de soutien de sa hiérarchie. On a l'impression que depuis on n'a rien appris, que la parole des personnels est toujours remise en cause, qu'il est difficile d'être écouté. Tout le monde sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne faut pas l'avouer. Il peut y avoir des dysfonctionnements dans l'école, mais ça vient jamais de l'institution. C'est à cause des profs, c'est à cause des parents.
Mais j'y pense là. Nous, on peut pas être convoqués. Non. Tu crois? Non mais attends, je vais tenter un truc. Bonjour monsieur le recteur. Déjà, bienvenue. Et puis j'ai entendu que vous étiez historien et ça c'est bien. Et puis... Tu fais quoi là? Je sais pas, je panique, j'essaie de dire des trucs quoi pour... Ça sert à rien là, on est foutus. Oh non, ne convoquez pas. S'il vous plaît. Arrête de guetter la boîte aux lettres. De toute façon, c'est un courrier recommandé. C'est quoi, c'est un mail? Mais non, c'est le micro-ondes.